Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir en titre de la vidéo, je vais vous parler de la série docu qui est sortie sur Netflix, qui s'appelle Survivre à la mort. Alors déjà, je voulais vous remercier parce que sans vous, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont écrit en message privé pour connaître mon avis. Déjà, je pense que je serais passée à côté de la série parce que je l'avais pas forcément remarqué. Et de deux, j'aurais pas pensé à faire une vidéo parce que c'est pas forcément le genre de truc que je fais de commenter des documentaires sur le paranormal. Et au final, quand j'ai regardé la série docu, c'est vrai qu'il m'est venu plein de choses et je me suis dit, après tout, puisqu'on me demande mon avis plutôt que de répondre personne par personne, autant faire une vidéo, ça peut peut-être intéresser plusieurs personnes. Chose très importante, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, déjà je pense qu'il va y avoir pas mal de points très personnels. C'est peut-être la vidéo la plus personnelle que j'ai faite depuis le début. Et ensuite, sachez que ce n'est que mon avis, c'est-à-dire que je ne compte pas faire une vidéo vérité où je donne vraiment des vérités sur les sujets précis en disant non mais de toute façon c'est comme ça que ça se passe et c'est tout. Je vous rappelle que dans le paranormal, il y a personne qui ne sait rien, il y a que des théories par rapport à nos expériences, à nos croyances. Donc moi, je vais vous donner mon avis perso, il ne regarde que moi, il y aura peut-être des personnes d'accord avec moi, c'est très bien. Il y aura aussi des personnes en désaccord avec moi et c'est absolument normal. Donc, on est sur une série docu qui est sortie en décembre, il me semble, décembre 2020. Une série en 6 parties, mais qui aborde 5 sujets de l'après-vie et qui a potentiellement attiré beaucoup de monde, qui a, on va dire, partagé l'audience. De façon générale, j'ai l'impression en tout cas que c'est sur une partie en particulier que les gens étaient vraiment assez mécontents, mais je vais y revenir. Mais sinon, j'ai l'impression quand même que les gens ont plutôt apprécié. Je vous ferai une vraie conclusion, mais au premier abord, déjà, quand j'ai regardé les sujets, je me suis dit, bon, il y a absolument rien de nouveau. Stéphane Alix l'avait fait 10 ans auparavant avec Enquête extraordinaire, et du coup, je me suis demandé finalement, à ce moment-là précis, s'il y avait un autre moyen que d'aborder en fait la recherche sur l'après-vie, que d'aborder ces sujets-là. Parce que je me suis dit, putain, c'est hyper redondant, c'est exactement la même chose qu'a fait Stéphane Alix il y a 10 ans. Et après, quand je réfléchissais un petit peu, je me disais, d'accord, mais toi, tu aurais fait comment si t'avais dû parler de l'après-vie? Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, il y a très peu de gens qui le savent, mais moi, j'ai commencé en voulant tourner un documentaire, justement, en 2010, après avoir vu les enquêtes extraordinaires, parce que je trouvais ça incroyable, le travail de Stéphane Alix. Et je me disais que lui, il était vraiment dans la quête de vérité, avec justesse, avec neutralité, et que c'est à peu près ce que moi, je souhaitais reproduire dans ce milieu-là. Donc moi aussi, je voulais partir sur les routes, et montrer justement ce que je connaissais, justement des spécialistes aux États-Unis, des spécialistes en France. Malheureusement, j'ai pas eu de subvention, mais j'avais commencé à tourner le docu. Et en fait, j'étais vraiment dans cette quête-là. Et je comptais du coup rencontrer des spécialistes, les interviewer, faire des choses, mais c'est vrai qu'au final, quand on veut aborder l'après-vie, il y a très peu de façons en fait de faire autrement que ce qu'a fait Stéphane Alix. Donc en fait déjà, il y a eu un premier découragement qui était à quoi bon regarder une fois de plus un documentaire qu'on a déjà pu voir à l'époque, qu'est-ce qui va être différent. Bon, alors on va dire par chance, il y a eu des choses différentes et c'est là justement que je vais revenir point par point, sujet par sujet et justement pour vous y retrouver parce que je pense que ça va être une vidéo un petit peu longue, si vous voulez pas regarder tous les sujets, qu'il y a un sujet bien précis qui vous intéresse, je vais faire des chapitrages. Donc voilà, comme ça vous pourrez passer de chapitre en chapitre si vous voulez aller plus vite. Donc le premier sujet abordait la thématique des NDE, des EMI, donc des expériences de mort imminente. Donc je crois que comme beaucoup de personnes, c'est un sujet qui est assez passionnant, parce qu'il remet beaucoup de choses en question, parce que je pense que c'est peut-être le plus palpable, parce que il y a souvent des spécialistes de la médecine qui ont fait des recherches, qui approuvent en fait justement tout ce qui s'est passé, et pour moi c'est peut-être là où les gens apportent pas mal de crédit, c'est au NDE et EMI. Il y a justement, en termes de spécialistes, je pense que tout le monde les connaît à peu près, il y a des travaux qui sont très intéressants si vous souhaitez lire des livres du docteur Charbonnier, qui est un médecin anesthésiste, et du docteur Moody, et tous deux ont fait beaucoup de recherches sur ce sujet, ils apportent beaucoup de témoignages, il y a des théories, voilà, il y a des choses comme ça, bien évidemment, il n'y a jamais de certitude, mais en tout cas, il y a une approche qui est très intéressante. Dans ce qu'ils vont décrire de façon générale, et dans ce que décrivent en tout cas les documentaires sur ce sujet, ce sont souvent à peu près des expériences similaires, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette histoire de tunnel, de sensations de bien-être.
voir des défunts qui viennent nous chercher, de paysages absolument splendides, etc., etc. Et en tout cas, c'est ce qui en ressort en grande majorité, et c'est ce qui laisse entendre qu'a priori, quand on meurt, il se passe quelque chose d'absolument merveilleux. Malgré tout, vous imaginez bien que tous les spécialistes, et surtout les neurospécialistes, ne sont pas du tout d'accord avec ces théories de NDE ou de EMI. Beaucoup disent qu'au final, c'est très explicable. Pour eux, ce serait simplement un phénomène qui serait dû à une perturbation de la biochimie cérébrale. Je sais pas trop quoi en penser, dans le sens où certains témoignages sont assez bluffants. Il y a des gens quand même qui ont fait des décorporations, qui au moment de leur mort, alors que vraiment il y avait une mort cérébrale, une mort clinique en tout cas, ils expliquaient ce qui s'était passé après, et je vois pas vraiment comment il serait possible d'avoir de tels phénomènes si vraiment c'était une perturbation au niveau de la biochimie cérébrale. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui ressort beaucoup de tous ces témoignages et qui, selon moi, induit peut-être les gens un petit peu en erreur, c'est que, quoi qu'il arrive, en fait, si jamais on meurt, c'est absolument merveilleux, c'est absolument serein. Et en fait, moi, j'ai rencontré une personne qui a vécu absolument l'opposé de toutes ces expériences et qui a vécu un véritable cauchemar et qui vivait vraiment un affreux cauchemar en permanence. Quand il le décrit, c'est à la limite de ce qu'on pourrait penser ou imaginer de l'enfer, mais vraiment c'était de la douleur, vraiment des sensations hyper glauques. Et c'était la première fois que j'entendais un témoignage comme ça, j'étais hyper étonnée, mais il en parlait vraiment avec traumatisme. Et d'ailleurs, il m'expliquait, alors c'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans le paranormal, il m'expliquait que depuis, en fait, il était absolument traumatisé par la mort, il avait très peur de mourir. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que c'est quand même lié au cerveau, vu que à ce moment-là, il était plus mort cliniquement, mais il était dans le coma? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du cerveau qui crée des sortes d'hallucinations, d'images, je sais pas. Peut-être que le cerveau réagit brutalement, vous savez, un petit peu comme la paralysie du sommeil, pour que justement le cerveau ne s'endorme pas, pour provoquer une réaction du corps. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai eu affaire à un témoignage qui était hyper négatif par rapport au NDE. Dans les témoignages qui ont l'air d'appuyer que tout ça serait possible, il y a les personnes qui disent que tout ça c'est la conscience de toute façon, et que cette conscience peut-être ne serait pas réellement associée au cerveau, qu'elle serait en dehors de tout ça, et que ça expliquerait probablement tout ce qui se passe justement au niveau des NDE. Alors, j'ai un premier témoignage personnel à apporter, qui est donc que mon père, il y a quelques années, a eu un accident cérébral très grave, et qu'il a été dans le coma pendant plusieurs semaines. Donc nous, évidemment, comme il était dans le coma, on l'a accompagné durant son coma, on essayait de lui parler, de faire en sorte qu'il soit stimulé en permanence, en fait. Et moi, comme évidemment à cette époque j'étais déjà dans le milieu, j'arrêtais pas de penser justement au N2, je me demandais s'il avait justement, s'il vivait ce genre de phénomène, s'il pouvait nous voir, s'il voyait d'autres choses, d'autres mondes. Et du coup, en fait, je me renseignais aussi au niveau des spécialistes, parce que comme il était dans un service justement spécialisé en neurochirurgie, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, donc j'avais demandé à l'infirmière qui s'occupait de lui si elle avait déjà eu des témoignages de personnes qui racontaient des NDE à leur réveil, et elle m'avait dit que non, elle me disait qu'a priori, comme ça touchait le cerveau, justement, jamais personne n'avait apporté de témoignage à ce niveau-là. Et en fait, quand mon père s'est réveillé, en effet, il n'avait pas de souvenir, déjà un de son accident, et deux d'avoir vécu des phénomènes, ou même de nous avoir vus. Il nous a a priori pas non plus entendus, donc en fait c'est ça qui est assez hallucinant, c'est de voir que de personne en personne, en fait, et même auprès de personnes qui pourraient avoir eu le même accident, il y a tellement de différences, et c'est ça qui est étrange en fait. Pourquoi tous les gens n'ont pas de NDE? Pourquoi pour certains c'est positif et pourquoi pour d'autres c'est négatif? En fait, c'est une thématique qui est assez fascinante, mais qui est encore à ce jour très mystérieuse. Alors, je vais y aller de mon second témoignage personnel, puisque j'ai fait une NDE, ou en tout cas quelque chose qui s'en approchait, puisque je ne suis pas morte cliniquement. Il y a, je pense, 20 ans maintenant, ça commence à remonter, hein. J'étais toute jeunette, je faisais une session de rafting, c'était une époque où je faisais beaucoup de sport en montagne, et du coup je faisais une session de rafting, j'adorais vraiment ça.
Et on était sur une fin de saison, j'étais avec mon copain et d'autres gens qu'on connaissait pas, et un moniteur, et comme c'était la fin de saison, en fait le moniteur il était un petit peu décontracté, il voulait faire des choses qu'il faisait pas d'habitude. Et il a fait un truc à un moment, et en fait il a coincé le bateau au niveau d'un rocher, et malheureusement à l'entrée de très gros rapides, et il nous a dit bon bah malheureusement vous allez devoir vous jeter à l'eau parce que j'ai coincé le bateau, il faut absolument faire du lest. Et donc moi j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu les rapides, je me suis dit oh putain. Et bien évidemment on avait des gilets de sauvetage, mais on s'est jeté à l'eau et l'idée c'était de rattraper le rivage pour pouvoir sortir tout simplement. Ça devait pas être compliqué à la base. Donc moi je me jette dans les rapides en dernier me semble, et il nous avait appris en fait qu'il fallait se mettre à contre-courant et nager à contre-courant pour essayer de rattraper la rive, donc sur le ventre. Et donc là, c'est ce que je fais, je parviens à me retourner, j'essaye de nager à contre-courant, mais à contre-courant dans des rapides, en fait, je sais pas si vous imaginez, mais on a quasiment tout le temps la tête dans l'eau, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis asthmatique. Donc en fait, très rapidement, j'ai perdu mon souffle, je commençais forcément à paniquer, ce qui n'est pas bon quand on est asthmatique, et du coup, j'avais déjà une douleur au niveau des poumons, enfin je pense que j'étais en crise totale, en plus la panique, la peur, enfin j'arrivais pas du tout à atteindre le rivage, donc il y avait un sentiment d'angoisse et de panique qui était total, et vraiment de plus en plus j'arrivais plus du tout à prendre ma respiration. Et en fait à un moment, mon genou s'est explosé contre un rocher, forcément, hein, puisqu'on était dans des rapides et en montagne, et en fait la douleur a été tellement intense. Alors, j'en suis pas certaine, mais vu ce qui s'est passé, ce que je vais vous raconter, je pense qu'en fait, à ce moment-là, je me suis évanouie et que ma tête a été dans l'eau. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que très rapidement, en fait, donc je vous dis, j'étais en souffrance, j'étais en angoisse, j'étais en fatigue, toutes les émotions très très négatives à ce moment-là. D'un seul coup, ça a été un apaisement total. Plus de douleur au niveau des poumons, plus de douleur au niveau du genou, plus aucune douleur de toute façon, apaisement total, sérénité, pas ce bruit de vague là qui me stressait totalement, plus rien, absolument rien. Au niveau de mon cerveau, au niveau de ma vue, mais j'avais les yeux fermés, enfin c'est très bizarre, j'arrive même pas à l'expliquer en fait, comme si mes yeux étaient fermés, mais que devant mes yeux, là, il y a un écran en fait, il y a toute ma vie qui a défilé, depuis que je suis bébé jusqu'au jour où j'ai eu l'accident, très très rapidement, comme des images, des moments figés, mais vraiment comme des diapos qui vraiment allaient très très vite. Ça allait très très vite, mais en même temps j'arrivais à assimiler chaque moment, et ça arrive jusqu'à la dernière image, et je ne sais pas pourquoi, mais la dernière image c'était le visage de mon père. À savoir qu'à cet instant, il n'avait pas encore eu son accident a été beaucoup plus tard. Et là en fait, à partir de là, ces images-là en fait elles commencent à s'évaporer. Je m'en souviens comme si c'était hier, hein, c'est fou. Et là, je commence à avoir une vision. Et dans ma vision, en fait, je me vois au fond de la rivière, en train de flotter, mais flotter sereinement. C'est-à-dire que c'était une belle image, comme si je flottais sous l'eau. Vous savez, avec les cheveux qui font quelque chose de très voluptueux. C'était une très très belle image de moi, plutôt sereine, comme ça, dans le fond de l'eau, et qui commence à lever la tête. Et là, en fait, mon regard, c'est comme si il avait suivi le regard de ce moi qui est au fond de l'eau, et il est projeté au-dessus de l'eau. Et donc là, en fait, à partir de ce moment-là, c'est complètement fou ce que j'ai vécu de toute façon, j'ai une sorte de vision comme celui d'un oiseau, tout simplement. J'ai une vision vue du ciel, où je vois le haut de la rivière et je vois ce qui se passe, je vois le paysage et tout, mais surtout je me concentre à l'endroit où je suis en train de me noyer en fait. Et là je vois qu'il y a un kayak qui arrive au loin, dans ma direction. Le kayak arrive à ma hauteur et là en fait la vue revient sur moi. Donc en fait c'est comme si j'avais une sorte de vue à 360. Je pouvais voir d'absolument où je voulais, ce que je voulais. Je pouvais vraiment maîtriser cette vision. C'était assez étrange et surtout il y avait toujours cette sensation de sérénité, de grand calme. En fait plus d'émotion. C'était une émotion neutre, mais pas une émotion désagréable, plutôt très très agréable justement. Et le calme, zéro bruit. Il y avait pas de bruit du tout. Et là, la vision revient sur moi qui suis sous l'eau, sauf que cette fois, c'est vraiment la vision de moi qui regarde, et en fait, je vois le haut de l'eau, je vois le kayak arriver, et là, en fait, je vois ma main se lever comme ça, et je suis comme projetée. Et là, à ce moment précis, c'est le moi qui s'était, je pense, évanoui, et je pense que c'est une expérience qui a duré seulement quelques secondes, qui se retrouve en train de se réveiller, en train de prendre une respiration accrochée à la queue d'un kayak. Le kayak pagaie me dépose sur la rive. J'arrive en pleurant sur la rive, complètement traumatisée, et
ce qui me rendra toujours dingue, c'est que ce kayakiste, en fait, m'a récupéré, il ne s'est jamais retourné pour me regarder, pour me demander si ça allait, ou même pour me dire au revoir. J'ai jamais vu son visage, je l'ai vu de dos du début à la fin. Sur la rive, du coup, je me suis retrouvée avec toutes les émotions négatives que j'avais au départ, la peur, le traumatisme de ce que je venais de vivre, parce que j'avais bien conscience que je venais de vivre un truc assez dingue, la douleur au genou, la douleur au poumon, et j'étais en larmes complètement traumatisée. Mon mec m'a retrouvée quelques minutes plus tard. Eux, ils avaient tous passé un moment absolument génial, donc en fait, ça ne m'a pas permis de pouvoir me confier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, je me disais vraiment qu'on allait me prendre pour une folle. Et ce qui s'est passé, c'est que du fait de ne pas m'être confiée à l'époque, j'ai laissé les années passer et en fait, j'en ai parlé à quasiment personne. Je crois qu'au cours de ma vie, j'ai dû en parler à 5 personnes et je crois même que les personnes qui me sont le plus proches ne le savent pas. Et en fait, quand j'ai commencé à me renseigner sur les NDE, donc quand j'ai commencé à faire mes recherches, parce que à cette époque, je n'étais pas du tout dans le paranormal. J'étais intéressée, je commençais à lire des livres, mais j'avais pas du tout le niveau que j'ai aujourd'hui. Et quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser au paranormal et que quand j'ai fait sur la thématique de la NDE et que j'ai vu ce qu'avaient vécu les gens, alors je sais que moi j'ai pas vécu le tunnel, j'ai pas vu de personnes qui étaient mortes, tout ça, mais j'ai vu des gens qui avaient vécu la même chose. Et justement, dans le docu, là, Survivre à la mort, il y a la première personne, le médecin, justement, qui vit un accident de kayak. Et le début est un peu similaire par rapport à ce que j'ai vécu. Après, elle voit des êtres. Moi, je les ai pas vus. Peut-être aussi que ça a pas duré assez longtemps. Moi, je pense vraiment que je suis restée évanouie quelques secondes. Je pense que j'étais en train de mourir, tout simplement. Je suis pas morte cliniquement, c'est ce que je vous dis. Alors, mon point de vue, ma première conclusion. Revenons à cette histoire de conscience, parce que tout ça, c'est une histoire de conscience. Cette conscience, je me suis dit à ce moment-là, vu ce que j'ai vécu et vu que moi je l'ai vécu, il y a deux choses, en effet, c'est soit un coup du sort de mon cerveau, soit, en effet, c'est ma conscience, et ma conscience qui, du fait que j'étais en train de mourir, peut-être a été libérée. J'ai l'impression que, de notre vivant, la conscience est très très restreinte, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire tout ce qu'elle pourrait faire. D'où les fameux états modifiés de conscience, mais j'y reviens après. Et moi, du coup, avec mon expérience, je pense par exemple que ce n'est pas un coup de mon cerveau, tout simplement parce que j'ai eu cette vision projetée vue du ciel, cette vue à 360 qui m'a permis de voir le kayakiste arriver. Et il est vraiment arrivé par la suite. Donc, je pense que c'est véritablement une expérience qui semble folle, mais qui pour moi semble possible, et comme je vous dis, je pense que de notre vivant, les pouvoirs de notre conscience, ou en tout cas ce qu'on pourrait en faire, sont vraiment hyper limités, hyper restreints, et qu'une fois mort, en fait, une fois qu'elle peut partir, elle redevient un tout, et elle permet ce genre d'expérience. Et justement, les états modifiés de conscience, c'est ce qui est très très intéressant dans tout ça, c'est ce qui permet de décupler les capacités de sa conscience en prenant soit des drogues ou en étant très très fort en méditation, comme certains moines bouddhistes. Et il se dit que justement, on peut avoir des expériences telles que cette vision à 360 degrés, voir d'autres mondes, voir des choses qu'on ne pourrait pas voir de notre vivant, avoir accès à des vérités, pouvoir développer ses psys, avoir des inspirations infinies. Enfin, il y a beaucoup de célébrités qui ont pris des drogues dans ce but-là et qui ont créé leur plus grand chef-d'œuvre. Maintenant, si cette conscience permet d'avoir ce genre d'expérience juste après la mort, est-ce que justement cette conscience survit à la mort beaucoup plus longtemps? Ou alors est-ce que cette conscience redevient un tout et se mêle au tout de l'univers? Ou alors est-ce qu'elle garde un souvenir justement de nous vivants, et est-ce qu'elle permet d'accéder à notre mémoire? Grande question. Alors ensuite, il y a eu le sujet des médiums qui était en 2 parties, donc je vais faire évidemment les 2 parties sur le même sujet. Je crois que c'est justement la partie qui a le plus déplu aux gens, parce que ils sont allés très 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 loin dans la recherche de leur protagoniste, et je peux comprendre que ça ait pu choquer ou en tout cas provoquer des réactions. Je vous avoue également que c'est la partie que j'ai le moins préférée, voire qui a été très compliquée pour moi à regarder. Déjà parce que, alors, je préfère prévenir, et c'est là particulièrement où je pense que je pourrais m'attirer le plus de critiques.
et que je voudrais juste expliquer aux gens qu'en fait, si c'est mon avis, c'est mon avis. Je m'attaque à personne en faisant cette critique, en fait. Forcément, il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi, peut-être même beaucoup. Comme je vous disais, c'est vraiment pas grave, je l'accepte complètement. Maintenant, je vais juste vous demander d'être respectueux et poli si jamais vous voulez laisser des commentaires, parce que chacun pense bien ce qu'il veut. Donc, moi, comme je vous disais, je crois vraiment que la médiumnité existe, dans le sens où je pense qu'il y a des personnes qui naissent ou qui développent un don, qui ont accès à des informations auxquelles d'autres personnes ne peuvent pas avoir accès. Je pense aussi potentiellement que la médiumnité pourrait s'adresser à tout le monde. Reste encore à le travailler, en avoir conscience, en avoir envie, etc., etc. Maintenant, est-ce que les médiums parlent réellement avec des défunts? Je pense que vous allez tous me répondre bah oui, évidemment. J'ai envie de vous dire, c'est plus compliqué que ça, je pense. C'est mon point de vue une fois de plus. Et les médiums et les voyants, en fait, attirent pas mal de considérations. Ils font beaucoup de conférences. Quand ils font des conférences, c'est vraiment des salles immenses et remplies. Enfin, c'est assez impressionnant, en fait. Il y a aussi des personnes très importantes, des personnes politiques qui peuvent avoir recours à des voyants, à des médiums. Donc, je vous dis, c'est quelque chose de plutôt accepté par les populations. Et pourtant, je trouve que c'est l'un des sujets les plus discutables. Mais après, je sais que ça peut donner l'impression comme ça de se dire, mais attends, surtout là avec le sujet en deux parties, on a l'impression d'avoir des preuves, mais en fait, moi je pourrais reprendre chaque partie, chaque moment et vous dire, mais qu'est-ce qui te prouve là, à ce moment-là, que cette personne parle avec un défunt? Même si tous les médiums n'étaient pas les mêmes, là en tout cas dans ce sujet en particulier, on peut constater quand même que c'est toujours le même scénario. C'est toujours le même scénario, qu'il soit en conférence ou qu'il soit en tête-à-tête. Ça commence par des infos qui sont données, vous savez, comme si le défunt apportait des infos pour prouver justement que c'est bien le défunt, et pour rassurer la personne en face. Et ensuite, après cette grande démonstration, ça va être souvent les mêmes messages, ça va être je vais bien, je veux te rassurer, je veux te dire au revoir, machin. C'est vrai que c'est hyper impressionnant à voir. Je suis d'accord avec vous, parce que ne serait-ce que ça, en fait, d'avoir accès à ces infos, si ce ne sont pas des défunts, et si par exemple c'était seulement de la télépathie, et le fait de pouvoir avoir des recognitions comme ça sur la vie d'une personne, je trouve ça extrême. Enfin, c'est incroyable pour moi. Mais typiquement, on va prendre du coup ce sujet en deux parties. Pour moi, à aucun moment, et je vous dis vraiment aucun pour moi, il y a aucun moment qui me prouve qu'il y a un des médiums qui parle avec un défunt. Par contre, moi, je les trouve vraiment bluffants. J'ai une sympathie particulière pour... alors malheureusement, j'ai pas retenu son nom. C'était une jeune femme blonde avec des très longs cheveux. Elle avait une énergie qui était géniale, et je l'ai juste trouvée géniale. Elle était vraiment bluffante dans le fait d'être sûre d'elle. Et ça, en fait, je ne doute pas, en fait, qu'ils soient sûrs d'eux. Qu'ils aient l'impression... En fait, du fait d'avoir des informations, comme ils disent, ce sont souvent des images, hein. Qui se disent en fait que ce sont les défunts qui leur envoient les images tout simplement, mais on sait pas en fait, c'est ça, est-ce que ce serait pas, si on en revient au sujet d'avant où on parlait des N2E, où je posais la question de qu'est-ce que devient la conscience? Notre conscience à nous, avec notre mémoire, nos souvenirs, qu'est-ce que ça devient? Est-ce que ça devient un tout? Est-ce que ça part dans l'univers? Est-ce que des gens ont accès à ça? Et du coup, c'est ce qui pourrait peut-être expliquer les médiums. Maintenant, attention, je ne suis pas en train de dire que la médiumnité n'existe pas, c'est ce que je vous disais au début, pour moi, elle existe. Maintenant, j'aimerais assister, parce que ça n'a jamais été le cas, à vraiment une séance de médiumnité, un contact défunt, vraiment, vraiment bluffant. C'est-à-dire vraiment avec des informations, des choses qui feraient dire que oui, là il y a eu un contact défunt. Et dans les dérives de ce que ça peut apporter, justement, il y a le fait que, on le voit très très bien dans le reportage, il y a des gens qui ont perdu, bien évidemment, des proches. On a tous, je pense, perdu des proches. On sait très bien à quel point ça fait mal. Je vais y revenir après dans la partie signe. Mais on attend tous, je crois, un signe, en effet, quand on perd quelqu'un, parce que c'est brutal, c'est violent, et que c'est presque parfois inacceptable. Et je peux comprendre la démarche, en fait, de vouloir aller voir un médium parce qu'on en a besoin. On en a besoin parce qu'on a l'impression que ça va nous aider à avancer. Et en fait, il y a cette dame en particulier qui m'a vraiment brisé le cœur. Alors moi, je suis trop empathique, hein. Pour ce moment-là, en fait, j'ai pleuré tout le long. Toute la partie médium. Ce signe aussi, je crois que j'ai pleuré tout le long. Mais parce que ça me brisait vraiment le cœur de voir les gens souffrir, en fait. Et il y avait une maman, oh là là, ça va me mettre les larmes aux yeux. Et il y avait cette maman, du coup,
qui arrêtait pas d'aller voir des médiums parce qu'elle avait perdu sa fille de façon brutale et ça se voyait, elle arrivait pas à faire son deuil. Et du coup, elle allait de médium en médium, et en fait, à chaque fois, je pense que les réponses de médium lui suffisaient pas, et elle devenait accro à ça, c'est-à-dire elle devenait accro à cette communication. C'est pareil, on voit ce monsieur là qui en famille, hein, du coup ils font ça en famille, vont voir plusieurs médiums pour essayer d'entrer en contact avec le papa. Et en fait, ça n'en finit plus. Et je pense qu'on peut en devenir accro parce qu'on se rend compte qu'on peut avoir un contact comme ça avec une personne qu'on a perdue, et c'est génial. Mais au final, qu'est-ce qu'on en sait? Et pour en revenir justement à ce monsieur là qui cherchait à avoir contact avec son papa et qu'on voit très très régulièrement, quasiment dans tous les sujets d'ailleurs. À un moment, il va voir cette fameuse médium. Alors je pense que ça a été, je crois, le protagoniste le plus compliqué pour tout le monde, hein. C'est-à-dire cette médium qui fait des transes et qui était en transe et possédée par plusieurs entités. Je vais pas aller plus loin parce que je pense que vous avez compris que pour moi c'est pas possible en fait. Et vous voyez, quand ce jeune homme sort de cette séance et qu'en fait, sur le coup, tout le monde est bluffé parce que la médium a sorti des trucs incroyables, et qu'en fait, ils se rendent compte que toutes les infos qu'elle a données étaient vérifiables sur Internet. Bien évidemment, il y a rien qui le prouve, mais en même temps, c'est absolument possible parce que c'est ça le problème justement avec la médiumnité et la voyance, c'est qu'en effet, aujourd'hui, tout est trouvable sur Internet, et que il y en a qui en jouent, il y en a qui se donnent un rôle, qui se donne un pouvoir, qui profite de la vulnérabilité des gens, et je trouve ça tellement atroce. Enfin bon voilà, c'est les dérives comme d'habitude dans ce milieu-là, en fait, toutes les dérives sont toujours catastrophiques, mais là en particulier parce que c'est un milieu où il y a beaucoup d'argent qui circule, et c'est un milieu où on parle quand même de gens qui ont perdu des proches, qui en souffrent, et qui peuvent potentiellement se retrouver dans un engrenage très très dangereux. Alors vous voyez, malgré tout, je crois que c'est un sujet qui a toujours plus ou moins été passionnant et qui a passionné aussi les chercheurs. Et il y a eu des recherches quand même scientifiques. Alors c'était surtout au début du siècle, hein, pendant la grande période spirit, où il y a eu aussi toutes les dérives absolument incroyables, que ce soit la photographie spirit, les médiums entrants justement qui créaient des ectoplasmes et ces photos absolument ridicules. Et j'en passe en fait, de les séances de spiritisme, voilà, c'était vraiment la grande mode, c'est vraiment ce qui fonctionnait, et c'est là où il y avait toutes les fraudes, et c'est pas pour rien que depuis tout ça n'existe plus, parce qu'il y a eu beaucoup trop de fraudes et que c'était quasiment que des fraudes. Malgré tout, il y a eu des tests très très intéressants, d'ailleurs c'était génial, je trouve qu'à un moment, ils montrent l'IMI, parce que c'est quand même un institut qui est très très important, je trouve, et qui se trouve en France, qui fait un travail remarquable. Et du coup, en fait, le président de l'IMI, qui présente ses moules de Frank Kloski, qui aurait pu faire des moules d'apparitions qu'il aurait réussi à créer ou engendrer, et qui, grâce à de la cire, a pu faire des empreintes de mains ou de pieds. Alors j'avoue moi-même, hein, quand j'ai vu les moules, j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Maintenant, il y a un truc qui se dit durant le sujet en deux parties, alors je sais plus c'est à quel moment exactement, mais qui dit qu'en fait, il y a des médiums qui sont extrêmement doués pour provoquer les choses eux-mêmes. Et ça, par contre, je l'approuve à 1000%, au même titre que pour moi, en fait, de toute façon, un médium, c'est quelqu'un qui a accès à ses psys, et dans ses psys, justement, il y a la télékinésie, il y a la psychokinésie. Peut-être que le médium aurait pu créer aussi ces moules-là. Par contre, je suis bien d'accord que c'est incroyable de réalisme. Apparemment, il y a vraiment des recherches qui ont été faites, il n'y a aucune fraude, donc c'est fou. Et c'est fou aussi de se dire que si ce sont des esprits, et qu'on est bien d'accord que des esprits, on parle bien d'énergie, hein, on parle bien de choses qui ne sont pas palpables, comment est-il possible en fait? Enfin moi ça me fascine en fait ces choses-là, même si il se dit qu'il arrive à matérialiser des personnes qui ne sont plus vivantes, comment est-il possible qu'il y ait autant de détails en fait? Moi pour mon cerveau, pour mon côté cartésien, c'est trop en fait. Mais par contre, je dois vous dire que je suis pas fermée en fait. Ce passage-là m'a vraiment fascinée, et j'avais déjà entendu parler de ces recherches, et vraiment ça m'intrigue et ça me fascine beaucoup. Alors, vous voyez, dans les choses aussi qui me laissent toujours un petit peu perplexe, et ça en fait, c'est là où on peut se poser la question de façon générale.
et qui remet tout en question d'ailleurs, c'est le fait que les communications, par les médiums, hein, j'entends, ont l'air plus ou moins toujours difficiles. C'est-à-dire que quand vous parlez avec des médiums, parce que moi, au cours de mes recherches, au cours de mes années de recherche, j'ai quand même rencontré des médiums, hein. C'est pour ça que je vous dis, je suis pas fermée et je ne suis pas anti-médium, bien au contraire. Je m'intéresse à ce qu'ils font, j'essaye juste de faire des liens entre moi, ce que je peux vivre aussi, et peut-être que finalement, il y a une complexité commune qui est vraiment très étrange et qui, entre autres, est au niveau de la communication. Et qu'il y a un problème, de toute façon, que ce soit les médiums, nous, les séances de spiritisme, un problème réel de communication, où les défunts ne parleraient qu'en rébus, c'est-à-dire que si vous parlez à un médium, il vous dira que tout est dans l'interprétation. Lui, il va avoir des images, ou des mots, parfois, mais jamais des phrases bien précises. C'est souvent des ressentis, des choses comme ça, et en fait, le médium apprend à interpréter. C'est pour ça que parfois, il peut se planter. Mais c'est jamais précis. Et nous, c'est pareil dans la chasse aux fantômes, quand on va faire de la TCI et qu'on va avoir des PVE, c'est seulement un mot, deux mots, trois mots, mais c'est jamais clair. On n'a jamais des échanges hyper intelligents, hyper précis, à savoir qui on a en face, pourquoi, qui c'était, tout ça, machin, ça n'arrive pas. Et parfois, Ouija ou en table spirit, on peut en effet avoir des communications un peu plus précises, mais c'est pareil, c'est toujours très compliqué, il y a beaucoup d'interprétations. Et la grande question, en fait, c'est que nous tous, qui sommes a priori en contact avec des défunts, qui seraient toujours avec nous, s'ils arrivent à faire des choses, s'ils arrivent à bouger des objets, s'ils arrivent à faire du bruit, à nous faire peur, à se montrer, pourquoi ils n'arrivent pas à communiquer? Et c'est là où, des fois, parce que bien évidemment je peux pas tirer de conclusion, mais c'est là où des fois je me dis, mais ça se trouve, mais y a pas de défunt en fait, ça se trouve c'est juste des souvenirs, de la mémoire, ça se trouve il y a une histoire de temporalité, on est tous sur la même ligne, passé, présent, futur, voilà, il y a peut-être plein de choses, mais ça se trouve, il y a pas de défunt. Ça veut dire, s'il y a pas de défunt, ça veut dire qu'il y a pas de vie après la mort, en fait. Mais vous voyez, ça c'est juste, je suis obligée de faire des suppositions, dans tous les sens, et je suis au même titre que je peux me dire que si en fait tout est défunt et tout est fantôme, mais dans ce cas-là je suis pas chercheuse si je tire une conclusion à ce stade de mes recherches, mais je suis obligée d'y penser parce que il y a vraiment quelque chose de flagrant au niveau des communications, qui est que si ces défunts, en effet, et je crois qu'ils le disent en plus dans le sujet, si ces défunts sont toujours là, à côté de nous, qui veulent nous envoyer des signes, pourquoi? C'est toujours les mêmes signes, pourquoi c'est pas clair, pourquoi il n'y a pas de message bien précis, pourquoi ils n'arrivent pas à écrire sur un papier, enfin bref, toutes ces choses-là qui sont des vraies questions. Et pour clôturer du coup le sujet des médiums, comme je vous disais, enfin moi vraiment, et du coup je vais peut-être m'adresser aux médiums, dans leur grande considération, je vous dis une fois de plus, je considère vraiment votre travail, mais vous par exemple, quand vous êtes en contact défunt, qu'est-ce qui peut vous apporter la certitude que c'est réellement un défunt qui vous apporte un message et que vous n'avez pas accès à un souvenir? Voilà, c'est une vraie question. Si vous voulez me répondre, j'accepte votre réponse avec grand plaisir. Il y a ensuite eu le sujet des signes, qui pour moi était peut-être la partie la plus touchante, et aussi ce qui m'a ramené peut-être à mes premières croyances. C'est-à-dire que quand je vous dis qu'il y a un souci de communication, je pense que c'est une réalité dont j'avais déjà conscience quand j'étais plus jeune. Et moi, en fait, au plus longtemps que je me souvienne, j'ai toujours cru à l'au-delà. J'ai toujours cru qu'on pouvait envoyer des messages de l'au-delà. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui que j'ai ce chemin de pensée, c'est beaucoup plus par rapport à des recherches et à une réalité des phénomènes, en fait. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de vie après la mort, qu'il n'y a pas de défunt, tout ça. Je pose juste des questions. Mais en l'occurrence, moi, j'ai toujours plus ou moins cru, dans ma plus vieille croyance, que les défunts avaient du mal à communiquer, du coup, qui nous envoyaient des signes pour nous montrer qu'ils étaient toujours plus ou moins avec nous. Comme je vous disais aussi, ce chemin de pensée que l'on peut avoir, même si on est sceptique, je pense qu'on l'a tous plus ou moins quand on perd quelqu'un de très proche, surtout si c'est brutal, parce que on a peut-être besoin à un moment de s'approcher de cette spiritualité pour se conforter, pour se rassurer, pour se dire que l'autre est passé de l'autre côté, qu'il a une vie sereine.
mais en effet, on aimerait avoir un signe pour avoir cette preuve-là, et je pense qu'on a tous été plus ou moins en attente d'un signe comme ça. Très étrangement, si on doit parler d'un point de vue personnel, j'ai perdu un ami qui était jeune, il y a quelques années, mort brutale, il est mort en 1 heure, c'est assez tragique. Et j'ai perdu ma grand-mère aussi il y a quelques années, bon, qui est morte d'une maladie longue. Mais quand j'ai perdu ces 2 personnes ces dernières années, je vous avoue, j'ai attendu des signes, et je pense au même titre que d'autres personnes, qui ne sont jamais venus. Ils viendront peut-être un jour, mais en tout cas, ils sont jamais venus. Et les médiums vous diront toujours les signes, il faut quand même faire attention parce que parfois c'est pas non plus très clair. Alors vous voyez, c'est ça aussi que je comprends pas vraiment. Si vraiment les défunts veulent nous passer des messages, pourquoi c'est toujours compliqué? Donc est-ce que nous aussi on n'essaye pas de chercher des signes quand il y en a pas, je sais pas. Et en fait, j'en ai pas eu pour l'instant. Maintenant, je vous dis, est-ce que j'ai bien regardé? Maintenant je suis quand même dans le milieu, donc je suis quand même beaucoup plus attentive qu'à l'époque. Mais j'en ai pas eu, je sais qu'il y a des gens qui attendent ça, qui n'en ont pas, et je sais qu'il y a des gens peut-être qui veulent en voir quand il y en a pas. Après, il y a peut-être probablement des signes. Vous voyez, typiquement dans ce sujet, je pourrais pas vous dire si c'est réel ou pas, je pense qu'une fois de plus, c'est ce qu'on ressent quand on voit le sujet, mais j'ai trouvé ça vraiment extrêmement mignon, ces 2 sœurs, en fait, qui viennent de perdre leur maman, et qui voit un oiseau, alors je sais plus c'est quelle race, mais un oiseau venir sur elle, qui veut plus partir. Enfin, ce moment-là, je l'ai vraiment trouvé touchant. Déjà par rapport à tout ce qu'elle raconte, hein, après tout, pourquoi pas. Comme je vous dis, ça nous est tous plus ou moins arrivé d'avoir perdu quelqu'un et d'avoir eu ce moment où on avait besoin de se dire, oh là là, il me faut vraiment un signe. Et si on a envie de trouver un signe quelque part et que ça nous réconforte un peu, c'est pas méchant. Ça, c'est beaucoup moins méchant pour moi que d'aller voir un médium à répétition et de dépenser tout son argent pour tenter d'avoir contact avec quelqu'un qu'on a perdu. Les signes, en fait, ça peut aussi apporter une sorte d'engrenage au niveau du deuil, c'est-à-dire que pour les personnes qui vont voir des signes, comme je vous dis, si on sait s'arrêter aux signes qu'on voulait avoir et que la vie continue, c'est très bien. Mais malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des personnes, en fait, du coup, qui vont entrer dans un engrenage, qui vont commencer à faire régulièrement de la TCI, qui vont commencer à faire régulièrement de l'écriture automatique, et qui vont attendre comme ça des signes, qui vont les voir partout, et qui peuvent ne pas se sortir du deuil, qui vont vous dire qu'ils vont très bien, mais qui ne peuvent pas s'empêcher d'avoir des communications. Je sais pas si c'est sain, je sais pas si c'est pas sain, j'ai pas envie non plus ici de tirer un jugement parce que je pense aussi que chacun vit son deuil comme il le peut et que c'est déjà très compliqué. Au final, je sais même pas si j'ai un avis sur tout ça. Je pense juste au même titre que les personnes qui ne peuvent pas s'arrêter d'aller voir des médiums qui font du contact défunt, je pense juste que les dérives qui peuvent un peu les déconnecter de leur réalité sont peut-être pas terribles en fait. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à s'en sortir, si on n'arrive pas à faire son deuil, même si je sais à quel point c'est compliqué de perdre quelqu'un et de vouloir envisager la vie normale sans ces personnes, je sais que quasiment tout le monde ici peut comprendre ça, mais est-ce que ces méthodes-là, les gens qui font ça, en tout cas, ont souvent l'air très apaisés, parce que je pense que ils arrivent à relier les deux, en fait, ils arrivent à relier leur réalité, ils sont toujours en contact avec la personne qu'ils ont perdue, sous prétexte que ce soit bien la personne qu'ils aient perdue, et du coup, si eux arrivent à trouver une certaine sérénité, après tout, j'ai envie de vous dire, qui ça regarde, en fait, vous voyez. Mais c'était juste pour dire qu'en fait, ces histoires de signes, souvent on les cherche, hein. Ils nous tombent pas dessus, on les cherche. Et parfois ils nous tombent dessus quand on n'en voulait pas forcément. Au même titre que moi, très étrangement, en fait, il m'arrive de faire des rêves télépathiques. C'est-à-dire que ce ne sont pas vraiment des rêves, en fait. Moi, je suis assez hyperactive en journée, et du coup, je sais que mes psys étaient très développées quand j'étais gamine, elles le sont plus trop, parce que je suis tout le temps en train de faire buller mon cerveau et que j'ai pas le temps de me poser, et du coup quand je dors j'ai pas mal de communication et mais elles arrivent toujours quand je dors, du coup quand j'ai le cerveau au repos, et les personnes qui sont venues me dire au revoir dans ces moments-là,
ce sont des personnes que j'avais perdues, mais qui avaient pas non plus été des personnes très proches de moi. C'est très étonnant pour moi, en fait, que ces personnes en particulier soient venues me dire au revoir, alors que les personnes dont j'attendais un signe ne sont pas venues. Il y a ça aussi qui est assez étrange au niveau des signes. Et justement, vous voyez, dans le sujet, il y a un couple qui m'a déchiré le cœur. Le jeune couple là qui avait perdu un petit garçon. Cette histoire, elle est absolument affreuse. Et ce couple-là, il était en souffrance. Enfin, la maman surtout. Et en fait, la maman, à un moment, elle a un discours hyper intelligent sur les photons, tout ça, et qui moi m'a interpellée parce que ça fait un peu partie de mes recherches. Et j'ai adoré son discours. Et en fait, ça m'a vraiment énormément touchée quand elle a dit qu'un jour, en fait, elle avait senti son odeur. Mais que pour elle, en fait, c'était des histoires de photons, tout ça. Et ça s'est limité à ça. Je pense que ça lui a fait du bien sur le coup. Ça a dû lui briser le cœur aussi, parce que du coup, elle s'attendait à le voir. Et ça me rappelle une expérience que j'ai vécue, qui était assez étrange, parce que c'est vrai qu'on parle toujours des proches qu'on a perdus, mais n'oublions pas les animaux. Et je sais pas si certains d'entre vous ont déjà vécu une expérience paranormale avec un animal perdu, mais moi, j'ai perdu mon chien en 2006, donc c'est un chien avec lequel j'avais grandi, donc quand il est mort, ça a été catastrophique. Et j'étais chez mes parents, c'était il y a quelques années, hein. Et c'est un appartement à étage, en fait, et j'étais à l'étage inférieur. Et en fait, sur la fin de sa vie, mon chien avait de l'arthrose très très grave. Enfin, désolée, j'entre dans les détails, mais c'est important. Qui fait qu'à un moment, en fait, sur la fin, il pouvait plus bouger. Bien sûr, il était paralysé, mais en fait, sur la fin, il pouvait même plus descendre les escaliers pour nous rejoindre en bas, parce qu'en bas, il y avait le salon. Et du coup, ce qu'il faisait souvent, c'est qu'il s'approchait des escaliers, il passait la tête, et puis il repartait se coucher parce qu'il pouvait pas faire plus, en fait. Donc à ce moment-là, souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait le caresser parce que ça voulait dire qu'il voulait être avec nous. Et c'est dur aussi de parler à des animaux, en fait. Et donc ce soir-là, j'étais tranquille en train de lire un livre, tout le monde était couché. Et j'ai entendu ses petites pattes. Donc il était mort depuis au moins 10 ans. Et j'ai entendu ses petites pattes. Et je m'y attendais vraiment pas parce que je pensais pas du tout à lui à ce moment-là. Et désolée, c'est un peu compliqué. Évidemment, je me suis retournée parce que c'était vraiment des petits bruits de pattes très flagrants. Enfin, il y avait pas de doute. C'était ces bruits de pattes. Je les avais entendus pendant 13 ans de ma vie, donc aucun doute que c'était ces bruits de pattes. Et du coup, je me suis retournée parce que je pensais voir sa petite tête, comme avant, en fait. Bon, bien évidemment, je l'ai pas vue. Mais du coup, voilà, c'était un signe de mon animal. Alors, j'arrive toujours pas à trop comprendre si c'est, vous voyez, si c'est un signe que lui m'a envoyé. Déjà, pourquoi à ce moment-là et pas un autre? Ou est-ce que c'était une mémoire qui s'était enregistrée puisque c'était à l'endroit où il était mort, qui revenait aussi à ce moment-là, très étonnamment, 10 ans après. Donc, je sais pas du tout quoi en penser. Je sais juste que j'ai vécu ce phénomène incroyable, que c'est comme cette maman, en fait, qui sent l'odeur de son fils. C'est des beaux moments, mais c'est des moments aussi très compliqués, parce qu'ils brisent un peu le cœur. Et qu'au final, je sais pas si les signes, en fait, nous aident vraiment à avancer dans la vie. Bon, allez, je vais arrêter, on va changer de sujet. 4e sujet, les visions. Et là, je peux même pas vous dire à quel point j'étais contente parce qu'il y avait cette chasseuse de fantômes. Alors, je m'y attendais vraiment pas. Je vais, pour tout vous dire en fait, parce que il me semble que Stéphane Alix justement n'avait pas inclus de chasseur de fantômes. Quand on est un petit peu placé comme moi, on sait aussi que moi j'ai eu l'information que Stéphane Alix n'aimait pas les chasseurs de fantômes malheureusement. Et du coup, ça explique pourquoi, à l'époque, il n'a pas voulu les mettre en avant dans ses documentaires. Et bizarrement, je me disais que là, c'était sûr et certain qu'on n'allait pas apparaître dedans. J'étais déjà révoltée, en fait. Avant même d'avoir vu le documentaire, j'étais je suis sûre qu'on va pas être dedans. Et en fait, si. Et ce que j'ai adoré d'autant plus,
c'est que plutôt que prendre un groupe, vous savez, comme d'habitude, là, les groupes avec leur t-shirt au nom de leur équipe, non, ils ont pris une petite meuf comme ça, qui disait, bon, voilà, moi j'ai un boulot la semaine, puis le week-end, je pars en enquête toute seule avec mon petit sac à dos, elle commence à montrer son matos, elle commence à dire que c'est sa vocation, machin, et j'ai regardé ça, j'ai dit, mais c'est moi, en fait, c'est ma vie. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial parce qu'elle était shoot, et c'est extrêmement rare. Enfin, du coup, je vous avoue que j'aimerais beaucoup entrer en contact avec elle parce qu'on n'est pas beaucoup en fait à faire ça seul dans notre coin, dans une véritable quête de vérité. Et en fait, je me rends compte que de plus en plus que il y a vraiment des filles qui font ça seules et je trouve ça génial. Enfin, j'en connais. On est déjà 3 dans le monde. Hein. Je vous parle véritablement de seules. Hein. On est 3 dans le monde, en tout cas de ce que je sais, mais je pense en fait qu'il y en a beaucoup plus. Donc il y a cette jeune fille dans le sujet, il y a moi en France, mais il y en a certainement d'autres. Et j'ai ma pote en Australie aussi qui fait ça seule. Donc je sais pas, c'est génial. Donc déjà j'étais contente. Bon là, moi là à ce moment-là ça m'a rien apporté parce que elle fait ce que je fais, donc jusque là voilà, elle a eu ses petits résultats, ses petits PVE quand elle a fait sa TCI avec son dictaphone. Bon, une fois de plus, tout est discutable, hein, je le dis moi-même. Nous, c'est vrai, quand on a des PVE, on trouve ça intéressant, mais au final, on sait pas vraiment ce qu'on chope, hein, on sait pas si c'est vraiment des défunts, on sait pas, voilà, ça reste la grande question. Donc de toute façon, ce qu'elle a eu en termes de phénomène, je vais pas revenir dessus, mais j'étais vraiment, vraiment contente qu'il parle d'une chasseuse de fantômes. Au même titre que j'ai trouvé ça génial qu'il y ait l'intervention du parapsychologue, parce que c'est pareil, en fait, on n'en fait pas souvent mention, c'est un petit peu un domaine qui est souvent oublié, et en fait, le gars, je l'ai trouvé hyper intéressant, hyper sensé, et dans les choses où je me suis même levée pour applaudir en disant « Putain, merci !» c'est qu'il était là en parlant du matériel de chasseur de fantômes, et qui disait que le matériel de chasseur de fantômes, alors j'espère que ça tout le monde l'a bien entendu, ne sont pas des détecteurs de fantômes, mais des détecteurs de changement d'environnement. Donc un K2, un pod ou autre pareil, quand ils se mettent à sonner, ne détectent pas des fantômes. C'est seulement si vous avez des interactions, que vous posez des questions et que ça a l'air de vous répondre, que là vous pouvez vous dire « Ok, bon bah, en faisant changer l'environnement, il est en train de me répondre », mais sinon ce sont des changements d'environnement. Donc en fait, je trouvais cette intervention essentielle et géniale. En fait, tout ce sujet-là, j'ai trouvé hyper intéressant parce que c'est de témoignages comme ça que moi j'ai pu commencer aussi à m'intéresser au paranormal. Donc il y a un petit peu tout ce que les gens vivent quand ils sont en train de mourir ou quand on est en train de perdre des défunts, donc toutes ces fameuses apparitions. Donc là, entre autres, il y avait tout ce sujet-là qui était vraiment fascinant. Enfin moi, ça me fascine assez parce que c'est aussi très discutable, mais vous savez, tous ces témoignages en fait de personnes âgées qui sont peut-être sur les derniers jours de leur vie et qui sont sur le point de mourir et qui commencent à voir des défunts. Moi, j'avais fait des témoignages d'infirmiers à l'époque, au tout début, parce que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Hein, j'allais voir beaucoup de spécialistes et je faisais des interviews. Et du coup, j'avais interviewé des infirmiers, des infirmières, et ils me disaient qu'en effet, allez, à 90% du temps, en fait, les personnes âgées, alors, c'est là où on sait pas trop, mais ils ont l'air hyper sensés quand ils le disent, et ils disaient clairement qu'il y avait, qu'ils voyaient leurs défunts, qu'ils voyaient leurs proches défunts, qui venaient les voir, qui venaient les rassurer, et que c'était comme une sorte de préparation au départ, et du coup, c'est vrai, on peut se poser la question, est-ce que quand on sait qu'on est sur le point de mourir, est-ce que c'est pas un coup de notre cerveau, on sait pas, mais en tout cas c'est une réalité. Il y a vraiment énormément de témoignages, et je trouvais ça génial en fait, ce gars, ce médecin qui allait voir toutes les personnes qui avaient des expériences comme ça, et qui les recensait, et qui écoutait les gens déjà de façon sérieuse, parce que je crois qu'il y a ça aussi qui est très important dans le paranormal, quels que soient les phénomènes, quelles que soient les expériences que l'on vit. Souvent on n'est pas pris au sérieux. Je crois que c'est quand même un certain réconfort quand on se retrouve face à quelqu'un qui nous écoute véritablement, et d'autant plus quand on est sur le point de mourir. Donc je trouvais en fait son rôle essentiel et génial. Alors je vais même pas m'attarder sur le gars là qui a eu un jour un Polaroid et qui a commencé à prendre des photos et qui avait des messages lumineux qui s'affichaient dès qu'il prenait une photo. J'ai même pas envie de m'attarder sur ça. Par contre, j'ai bien envie de revenir sur ce phénomène qui est assez intéressant.
de cette personne en fait qui entend son cousin l'appeler dans le jardin et que il se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fout là en pleine nuit et tout machin et tout, et qui bon au bout de quelques minutes décide de descendre, que sa femme a bien entendu aussi le cousin l'appeler, qu'il y avait personne, et en fait il apprend le lendemain qu'à ce moment précis de la nuit, son cousin était mort en fait. Et des témoignages comme ça, il y en a énormément. Et ça, j'ai toujours trouvé ça hyper intriguant. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment où on meurt? Est-ce que du coup, on arrive vraiment à provoquer une sorte de bilocation qui fait que on arrive à aller voir nos proches pour leur dire au revoir et provoquer ce genre de phénomène souvent très naturel en fait. Dans les témoignages, ça va souvent être des personnes qui ont le téléphone qui sonne, toquer à la porte, entendre quelqu'un les appeler, donc leurs proches, et après il y a personne. Ou alors est-ce que du coup on est connecté à ce moment-là avec les défunts et qu'on ressent le truc et que le phénomène se crée, je sais pas. Une fois de plus, tout ça c'est très 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 intriguant, mais je vous dis des témoignages, il y en a mais des milliers. À une époque je m'intéressais vachement à ça et j'ai pas de conclusion par rapport à ça, je trouve ça juste génial. Génial, mais en même temps, ça nous fait poser énormément de questions. Si ce sont vraiment nos défunts qui viennent au moment où ils sont en train de mourir, pourquoi ils viennent? Pourquoi ils viennent alors que potentiellement ils ne peuvent pas être là? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils contrôlent? Est-ce qu'ils ont envie de nous dire au revoir? Est-ce que c'est simplement, puisque le corps est en train de mourir, du coup la conscience est en train de se libérer et elle se répand un petit peu partout? Enfin voilà, il y a 1000 questions et 1000 théories, je pense. Mais c'est vrai que c'est assez intriguant parce qu'au final, il y a vraiment des milliers de témoignages à ce niveau-là. Et enfin, dernier sujet, la réincarnation, qui est un sujet aussi qui m'a toujours plus ou moins fasciné, qui fait pas forcément partie de mes croyances. Mais j'ai toujours trouvé que les sujets, en tout cas, qui s'intéressaient à ça, et surtout aux enfants qui arrivaient à parler de leur vie antérieure, j'ai toujours trouvé ça bluffant. Et là, une fois de plus, c'est le cas. Donc, on se retrouve en fait face à... Alors je crois qu'il y a trois cas d'enfants qui auraient commencé à parler de leur vie antérieure, dont un qui est véritablement encore enfant et où on voit cet homme justement suivre ces cas. Alors ça aussi, j'ai trouvé que son boulot était exceptionnel, de suivre les cas d'enfants qui pouvaient dire avoir eu des vies antérieures et qui pouvaient en parler, faire des tests comme ça pour pouvoir prouver que c'est le cas. Moi je trouve ça fascinant, et du coup il y avait ce petit atlas là, c'était fou cette histoire. Alors je vous avoue que je me suis posé la question de pourquoi, alors en même temps ça peut être un peu, ce serait horrible je pense aussi, mais Atlas qui était donc apparemment une réincarnation d'un petit garçon qui avait été tué par sa nounou, pourquoi ne pas aller voir ses parents justement, mais je pense aussi que ça peut provoquer un choc, à mon avis pour ces gamins là justement, qu'on enferme justement dans ces tests, et qui sont enfermés après dans une sorte de double vie. On le voit après justement avec ce jeune homme qui a eu cette incroyable expérience aussi, qui avait été suivi par ce monsieur, et qui était un ancien acteur d'Hollywood. Le gamin, il a l'air traumatisé aussi, on voit bien qu'il a du mal à se développer en tant que personne, parce que je pense qu'il est vraiment perdu entre les deux. Et ça aussi, ça peut créer un problème. Enfin, ces tests, au final, ils sont intéressants, mais jusqu'à quel point sont-ils intéressants? Est-ce qu'on n'enferme pas, du coup, ces enfants? Parce que ça se trouve, tous les enfants ont accès comme ça à leur vie antérieure, on ne sait pas. Ça dépend, en fait, d'à quel point les parents prennent ça au sérieux. Là, en l'occurrence, on va dire que les parents ont vraiment été alertés et n'ont pas pris ça pour un jeu, donc ça a permis justement des tests, tout ça, mais ça se trouve, potentiellement, tous les enfants ont plus ou moins accès à leur vie antérieure, si ce sont des vies antérieures. Je dis ça juste parce que, une fois de plus, c'est vrai que c'est hyper bluffant, mais comme les médiums, en fait, qu'est-ce qui nous prouve que ce ne sont pas des souvenirs, des mémoires, des photons, des choses qui font partie de l'univers, des informations. Alors, j'ai bien conscience, c'est hyper précis, mais voilà, c'est vraiment des questions que je me pose. Je sais aussi que pour nous, dans notre société, c'est difficile aussi de parler de réincarnation parce que ça fait pas vraiment partie de notre croyance. Ça fait partie de la croyance de beaucoup de gens dans d'autres pays, dans d'autres continents. Il y a des religions qui abordent complètement le sujet, c'est pas du tout notre cas. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on est plus ou moins sceptique. Encore une fois de plus, je vous dis, je suis pas forcément sceptique puisque je suis bluffée. Je suis bluffée par le fait que ces gamins aient accès à toutes ces informations. Et après, à côté de ça, je sais aussi, pour avoir fait des recherches sur les enfants face au paranormal, que les enfants ont une
faculté innée pour pouvoir avoir accès à des informations, pour pouvoir vraiment vivre des phénomènes de façon absolument naturelle. Je crois que quasiment tous les enfants ont cette capacité-là. Tous les enfants vont plus ou moins en parler parce que pour eux, en fait, comme ils peuvent le voir, le vivre, l'entendre, ça fait partie de leur réalité. Et du coup, ils en parlent très naturellement. D'ailleurs, souvent, un enfant de moins de 7 ans, qui n'a pas encore peur de tout ça, va en parler sans avoir peur. Va pouvoir être vu en train de parler avec quelqu'un, rire avec quelqu'un, sans avoir peur. Parce que pour lui, c'est dans son monde, donc c'est normal. Et en fait, voilà, il y a cette chose-là, en fait, chez les enfants qui ont une perception qu'un adulte ne peut plus avoir, qui est très très intéressante et qui est réelle. Maintenant, c'est ça, en fait. À quoi ont-ils accès? Est-ce que c'est vraiment des personnes qui sont mortes? Est-ce que ce sont d'autres entités? Est-ce que ce sont d'autres époques? Est-ce que ce sont des mémoires? Voilà, il y a plein de théories par rapport à ça. Et après, voilà, c'est vrai que les gamins vont en parler à leurs parents, et c'est les parents, selon l'attention qu'ils vont leur apporter, qui vont plus ou moins permettre à ces gamins de développer leurs dons ou de refermer leurs dons, justement. Et là, en l'occurrence, avec ces cas de vie antérieure chez les enfants, ce qu'on peut se demander, parce que je pense qu'ils ont cet instinct, ils ont ces souvenirs d'autres personnes qui leur viennent en tête, et du coup, comme ils ont ces souvenirs en tête, pour eux ce sont des enfants, ils sont jeunes, ils se disent que ce sont leurs souvenirs, parce que ça fonctionne comme leurs souvenirs à eux, donc ils n'arrivent pas à dissocier, et c'est ça aussi peut-être qui fait qu'ils se disent, bah voilà, en tout cas c'est pas eux qui tirent la conclusion, c'est souvent d'autres gens, mais c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on va se dire, ah bah s'il a des souvenirs, et qu'il arrive à évoquer des souvenirs, dans ce cas-là il a une vie antérieure, mais si vous regardez bien au final, c'est un petit peu le même processus que les médiums, en fait. Les médiums ont accès à des souvenirs de défunts en disant que ce sont des contacts défunts, mais à partir de là, on appelle ça des médiums. Parce qu'ils arrivent à faire la différence entre réalité et pas imaginaire, du coup, mais en tout cas, ce qui n'est pas leur réalité. Ce que ne font pas les enfants. Et là, du coup, ces enfants-là, du fait qu'ils aient ces souvenirs-là, on leur attribue du coup une vie antérieure. Si ça avait été des adultes, un adulte qui vient de moi en disant ah là, moi j'ai le souvenir d'avoir fait ci, d'avoir piloté un avion pendant la Seconde Guerre mondiale, machin nanan, on dirait ah bah t'es médium en fait. On dirait pas que c'est une vie antérieure. Donc c'est ça en fait. Est-ce que tout se rejoint pas, ou est-ce que au final ce sont pas des contacts défunts, parce que ce sont si on prend les vraiment, disons-nous que le contact défunt existe, que les défunts sont là et nous envoient des communications. Est-ce que aussi ces enfants-là n'ont pas accès justement à ces défunts? Mais après voilà, ça peut aussi être des réincarnations, c'est pour ça que je vous dis au final, moi j'ai seulement des avis, j'ai pas forcément de réponse à tout ce qui a été dit, mais je vous dis c'est des sujets qui m'ont toujours fascinée parce que du fait que ça touche des enfants et des enfants très jeunes, ça permet en tout cas de bien étudier le sujet, parce qu'on sait que les enfants, pour souvent à cet âge-là si jeune, ne peuvent pas mentir en fait et ne peuvent pas inventer des choses comme ça. Donc ça permet en tout cas de prendre en considération les phénomènes. J'ai une médium qui a voulu une fois, qui m'a fait mes vies antérieures, qui m'a demandé, elle était en train de me faire plusieurs choses, et entre autres, donc elle m'avait tiré les cartes, c'était intéressant parce qu'en effet elle avait vu des choses sur mon avenir proche qui se sont plus ou moins passées. Elle avait vu des choses aussi sur mon passé que personne ne savait, mais que moi je savais du coup, donc c'était intéressant. Et après, elle avait voulu faire un contact défunt qu'elle n'avait pas réussi à faire, ou en tout cas, elle disait avoir une communication avec quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, et même en ayant fait des recherches après, cette personne n'existait pas dans mon entourage, donc je sais pas du tout ce qui s'était passé à ce moment-là, je pourrais pas dire. Et après, du coup, elle m'avait parlé de mes vies antérieures. Elle m'avait raconté 2 vies antérieures. Je vais vous le raconter si vous voulez. Elle m'avait raconté que, je crois au XVe siècle, je devais être une princesse dans les pays du Maghreb, assez haut placée, et que j'avais eu beaucoup d'enfants, mais que cette vie en fait ne me plaisait pas du tout, et que je m'étais promis à la fin de ma vie antérieure de ne plus jamais avoir d'enfants, parce que j'en aurais souffert. Et ensuite, elle avait dit que j'avais été un écrivain du 19e, fin 19e, assez connu, qui pouvait côtoyer Chateaubriand, et qui était gay.
Et voilà. Et donc elle m'a raconté ces histoires, mais vous voyez, on vous raconte les vies antérieures, c'est ok. Et c'est dur de faire un lien et de se dire est-ce que c'est possible, c'est pas possible, je sais pas. Moi j'ai plus écouté ça comme des histoires, comme des choses potentielles, pourquoi pas, des probabilités, mais je peux vraiment pas tirer de conclusion parce que pour moi c'est pas du tout vérifiable. Donc c'était juste intéressant de l'avoir à l'œuvre. Maintenant, je vous dis, comme tous les sujets du paranormal, la réincarnation n'est pas une exception, c'est toujours très discutable. Si on est du genre à vouloir toujours aller creuser plus loin, on peut se poser 1000 questions et ne pas se satisfaire de ce qu'on est en train de nous offrir sur un plateau. Donc en effet, tous les sujets abordés dans ce documentaire sont discutables, sont intéressants malgré tout, mais sont discutables, et je pense qu'après, voilà, les conclusions, c'est selon les personnes, selon ce qu'on a vécu, selon nos expériences, selon nos croyances, et c'est absolument normal, et ça nous appartient, et personne ne doit nous dire qu'on a tort ou raison. Du coup, ma conclusion à cette série docu Survivre à la mort. Ce qui m'a gênée en premier lieu, c'est qu'une fois de plus, vous l'avez compris, moi je suis quelqu'un d'empathique, j'ai beaucoup pleuré. Et ça me gêne beaucoup, ça me saoule en fait, qu'en permanence. Alors je sais que c'est dur de perdre des proches, hein, vous l'avez vu, quand j'ai parlé de certaines de mes histoires, je peux pas m'empêcher de pleurer. Oui, la mort, c'est triste, mais en même temps, ça me fait chier qu'on fasse toujours référence à la mort de façon triste en fait. Parce que il y a des pays, il y a des religions qui abordent la mort de façon absolument normale. La mort a toujours fait partie de nos vies. On le sait. Depuis qu'on est, en fait, on le sait qu'on va mourir. Et on devrait un peu plus l'accepter. Et en fait, ça devient une fatalité totale. Un truc insurmontable. Et je sais que c'est une réalité, mais en même temps, ça devient une réalité parce qu'on se convainc de ça aussi. Et que j'aimerais bien qu'on aborde la mort d'autres façons parfois. Parce que le misérabilisme et les trucs larmoyants, enfin ça va un moment quoi. Après au niveau des sujets, je vous dis bah malheureusement moi j'ai rien appris sur ces sujets-là. Je sais pas vous, en fait j'ai rien découvert. C'est-à-dire qu'on tourne en rond à chaque fois qu'on aborde le sujet de la vie après la mort. C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes sujets. Alors là ce qui va changer c'est les protagonistes. Voilà, on était sur quelque chose de plus moderne, mais c'est toujours la même chose. Maintenant, c'est ça, c'est la question que je pose au début. Est-ce qu'il serait possible de faire les choses autrement? Je sais pas en fait, et je pense que c'est selon les gens. Moi, si aujourd'hui je devais retourner un docu, je pense que déjà je m'attarderais beaucoup sur l'aspect chronologique de la croyance justement de l'au-delà, parce que d'un point de vue anthropologique, il y a quelque chose d'hyper intéressant qui est que depuis les premiers hommes, et dans tous les pays, dans tous les continents, il y a toujours eu la croyance d'une survivance de l'âme. Et ça déjà, je trouve ça fou. C'est-à-dire qu'avant même que les religions existent, il y avait ces premiers hommes-là qui croyaient vraiment qu'il y avait une vie après la mort. Alors du coup, pourquoi depuis toujours, on croit en une vie après la mort? Parce que du coup, depuis, je pense que c'est dans nos gènes. Mais pourquoi? Est-ce que c'est pour nous rassurer? Est-ce que c'est pour nous dire que la vie ne s'arrête pas à ça? Est-ce que c'est parce que c'est réel et parce que du coup, comme c'est dans nos gènes, c'est un message de l'univers qui nous dit si, la vie continue et après tu redeviens un tout? C'est ça en fait, c'est hyper fascinant. Donc peut-être que j'aurais poussé un petit peu plus dans ce sens-là, en abordant vraiment cet aspect chronologique justement dans le temps. J'aurais peut-être fait un sujet juste sur ça, parce que je trouve ça fascinant. Je pense que j'aurais mis aussi un petit peu moins de médiums, ou en tout cas j'aurais pas fait un sujet en 2 parties sur les médiums. J'aurais aussi probablement mis plus d'expérience. Ça, Stéphane Alix l'avait un peu plus fait, même avec les médiums justement. Il y avait plus d'expérience. Et ça, je trouve ça bien. Je trouve ça bien d'intégrer des scientifiques, d'intégrer des choses comme ça pour montrer qu'on est tous ensemble dans la recherche. Et après, c'est vrai que j'ai trouvé ça peut-être un brin dirigé, mais en même temps, c'est normal. Le sujet, c'est la survivance de l'âme, c'est survivre à la mort. On pose pas la question, c'est une affirmation. Donc, je pense que dès le titre, c'est dirigé et on vous donne l'impression qu'on est en train de faire des recherches, de faire une enquête, mais en fait, voilà, c'est juste répondre à la question. Oui, a priori, l'âme survit à la mort et on va vous montrer par tous les moyens possibles. Après, c'est chacun croit bien ce qu'il veut, mais oui, c'était vraiment dirigé dans ce sens. Alors que Stéphane Alix, à l'époque, avait été un petit peu plus neutre.
Et c'est peut-être ce que je préférais chez lui. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus neutre. Bon après oui, c'est bien de prendre une position, mais c'est vrai qu'après, du coup, quand on aborde les sujets, comme forcément c'est dirigé, on pousse presque le spectateur à y croire. Et c'est peut-être pas ce qu'on veut faire en fait. Mais bon, après peu importe. Je pense que du coup, il y a pas mal de personnes qui ont quand même apprécié cette série docu, et qu'au final, je pense qu'on peut quand même les compter sur les doigts d'une main. Moi, à part le travail de Stéphane Alix et cette série docu, j'en connais pas non plus des tonnes qui sont allées autant en profondeur, donc on va quand même se dire que c'est bien qu'il y ait des gens qui s'y intéressent. C'est bien aussi que Netflix ait pris le pari de vouloir diffuser quelque chose comme ça, parce que ça aurait pu se retrouver sur un autre média, et que c'est plutôt malin, parce que Netflix n'a pas non plus beaucoup de choses par rapport au paranormal, donc c'était plutôt sympa. Maintenant, je vous dis, la conclusion, je pense qu'elle appartient à chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'on chacun pense bien ce qu'il veut. Il y en a qui vont penser que c'était de la merde, il y en a qui vont penser que c'était génial, il y en a qui vont trouver des vérités, il y en a qui auront découvert des choses. Voilà, moi j'ai trouvé que l'effort en tout cas méritait qu'on en parle. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à être en désaccord avec moi, comme je vous le dis, c'est absolument normal. Si vous êtes d'accord aussi, c'est très bien. La seule chose, c'est respectons-nous, parce que justement, si on est tous ensemble dans ce monde, c'est pour tout ça, justement, on n'est pas obligé de se cracher sur la gueule parce qu'on n'est pas d'accord les uns avec les autres. N'hésitez pas, si vous voyez d'autres documentaires ou choses comme ça, à me le dire, j'hésiterai pas à regarder, et si vous souhaitez une autre vidéo sur un sujet quelconque, dites-le moi aussi, je pourrais vous la faire. Voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt.